Mais avant ça, chaque semaine, les infos de la semaine à retenir. Et c'est avec vous, mon cher Sylvain Lévy-Valency. On commence par parler de l'immobilier neuf et de la construction de logements. Ça donne quoi ? Absolument. D'ailleurs, on fait un petit clin d'œil à notre Grégoire Darico qui est dans les Landes et notre super Bérénice qui ne manquera pas de revenir bientôt. On l'embrasse aussi. Alors, mon cher Jean-Marie, comme vous le savez, l'immobilier neuf est au plus bas. On pourrait, je pense que descendre plus bas, ça va être compliqué. On ne sait pas s'il sera encore possible de continuer à creuser le trou, mais en tout cas, on sait maintenant que le nombre de permis de construire délivrés en un an est encore une fois en baisse, une des baisses les plus importantes depuis les 40 dernières années, c'est vous dire. Le chiffre nous est fourni par le ministère de la Transition écologique avec 337 100 permis accordés entre octobre 2023 et septembre 2024, soit 10% de permis en moins par rapport à l'année dernière sur la même période. Le chiffre plus bas carrément depuis 2015, c'est du jamais vu. Pareil pour les démarrages de chantiers de logement qui se situent aussi au plus faible niveau depuis 2000 avec 18 900 démarrages en septembre, un chiffre qui est en baisse de 9,8% carrément sur un mois. Une situation qui est dramatique, vous le savez, pour la construction neuve qui se trouve engluée dans une grave crise qui perdure, qui continue même de durer, entre les coûts de construction qui ont augmenté avec des matériaux qui sont de plus en plus chers, les normes environnementales, on peut même parler d'inflation normative, plus stricte, les acquéreurs, ils ont pâti de la remontée des taux, ainsi que la réduction des dispositifs publics de soutien à l'immobilier neuf. Tout ça, ça donne 30 500 emplois supprimés entre juin 2023 et juin 2024, selon la Fédération française du bâtiment. 30 500 emplois supprimés, c'est énorme. Quand le bâtiment va pas, rien ne va, hein, c'est le dicton aussi. Sylvain, on fait absolument. maintenant un point sur la taxe d'habitation. Je croyais qu'elle avait disparu. Justement, voilà. Bis repetita, mon cher Jean-Marie. La taxe d'habitation est un impôt local, comme vous le savez, qui est calculé en fonction des revenus. Elle a été supprimée entre 2018 et 2023, mais dont le retour est réclamé par les élus locaux, parce qu'il faut rappeler quand même que les élus locaux ont besoin de ces taxes-là pour pouvoir faire fonctionner la collectivité locale. Je croyais qu'ils avaient compensé la fin de la taxe d'habitation en augmentant ou plutôt en faisant exploser la taxe foncière. Ça a fonctionné la première année, mais je peux vous dire que les écarts peuvent aller jusqu'à 40% au niveau de la compensation. Il suffit d'interroger les élus locaux pour le savoir. Dans le cadre du projet de loi finance pour 2025, vous savez que c'est une grosse discussion, c'est très houleux, ces retours n'augurent absolument rien pour nombre de propriétaires qui étaient déjà bien englués dans le matraquage fiscal. On peut dire que la suppression de cet impôt par Emmanuel Macron a souvent été pointée du doigt. Alors, dans cette période où il faut trouver des économies pour adopter le budget 2025, forcément, l'idée fait son chemin. Une idée d'ailleurs écartée par le gouvernement, tout juste nommée, mais les élus locaux, eux, tentent de tout leur poids de peser sur l'inflexion du texte. L'Association des maires de France, notamment, milite ainsi pour, je cite, une contribution citoyenne au service public. D'autres, comme Jean-François Copé, par exemple, seraient pour une taxe sur la résidence pour tous, sauf les plus pauvres. Alors, quelles seraient les conséquences d'une telle renaissance ? Je vous le dis très clairement, le site Meilleur Taux a simulé l'impact d'une telle mesure sur le budget des Français, concerné sur une trentaine de villes de l'Hexagone, notamment les grandes métropoles. À Saint-Étienne, par exemple, pour un couple qui loge dans 70 mètres carrés et pour lequel il paye déjà 571 € de crédit, ça leur a fait 1 225 € de taxe d'habitation, en plus d'une taxe foncière du même montant. Ouf. Bon, donc là, c'est double peine. Au Mans, ça ferait 1 304 €, tenez-vous bien, supplémentaires à payer, alors qu'on est déjà sur un prix au mètre carré qui est relativement bas. Plus 1 423 € à Grenoble pour un foyer moyen, je cite, et 1 632 € à Dijon. On voit bien que le retour de la taxe d'habitation mettrait nombre de ménages en danger financièrement. Sur les 32 villes qui ont été étudiées par Meilleur Taux, Paris et Aix-en-Provence sont les seules villes où le retour de la taxe d'habitation couplé à la taxe foncière représenterait moins d'une mensualité de crédit supplémentaire à payer. Du grand n'importe quoi. Bon, effectivement, on aura compris votre cri du cœur. En un mot seulement, mon cher Sylvain, dernière hausse du SMIC, on se pose une question. Est-ce que la hausse du SMIC entraîne une hausse du pouvoir d'achat immobilier des Français ? Alors, c'est ce qu'on va tenter d'examiner. Effectivement, il y a une corrélation, comme tous les ans, au 1er novembre, rime toujours avec les nouvelles mesures et les augmentations. Cette augmentation, notamment du SMIC, est de 2% pour atteindre 1 426,30 € net par mois. Les Français sont concernés et ont vu leur capacité d'emprunt augmenter de plus de 13% sur une année. Effet baisse des taux, faut quand même le dire. Elle passe de 82 000 € en moyenne à 93 000 € selon un autre courtier vous financez. Si on ajoute à cette hausse du SMIC la baisse des taux de crédit et la baisse des prix, on ajoute forcément et on se dit que le pouvoir d'achat va s'en ressentir, notamment des smicards, j'aime pas trop le terme. Il a grimpé sur un an dans les 25 plus grandes villes françaises. C'est une bonne nouvelle. C'est bien aussi de le dire. Quand ça va, il faut le dire, mon cher Sylvain.